Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus du jour. Comme tous les jours maintenant, le site de cocotland.com qui nous régale de plein d'actus qu'on va commenter. Certaines sur lesquelles on va s'attarder, d'autres moins, suivant l'intérêt qu'on a pour l'actualité. Alors, hier nous sommes arrêtés sur ce modèle de souris, assez classique, petite souris, mais assez classique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura? On va commencer avec ASRock qui nous présente ses 4 modèles de cartes AMD Custom. On va aller voir. La présentation d'un boîtier de Be Quiet. Ça, on va aller voir. Be Quiet, marque très quali. Très quali. On enchaîne avec MSI qui nous présente ses 3080 et 3090 Supreme, donc maxi gamme, le matériel qui fait rêver. On aura ensuite Jonesbo avec un ventirad, je pense. C'est ce qui a l'air d'être dans la news en tout cas. Ça, on en a déjà entendu parler, je crois. Peut-être qu'il faisait pas 120, peut-être qu'il faisait 140. Mais un ventilateur de Silverstone. Une souris légère. On va voir encore une souris avec des trous. On commence à avoir l'habitude des souris légères. Elles ont jusqu'à maintenant tout le temps le même type de design. Un boîtier chez Bitphoenix. Donc plutôt orienté Airflow visiblement. Un boîtier open frame, donc un boîtier ouvert chez Xigmatech, le X7. Alors ça c'est toujours un truc marrant à commenter, un peu plus difficile d'avoir ça chez soi, mais toujours marrant à commenter. Un boîtier qu'on nous annonce original, ça on attend de voir. Alors les possibles, attention, tout ça est à prendre visiblement avec des pincettes. Les possibles spécifications techniques de la prochaine génération de processeurs Intel. Tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes visiblement. Alors on nous parle des disponibilités pour la Xbox Series X. Ensuite on nous parle de la Logitech G Pro X 63 petits grammes, on imagine que c'est une souris pour le coup. Des tests de la technologie du ray tracing fait par AMD. Technologie ray tracing AMD. Je sais pas trop comment ils l'appellent, mais c'est la leur. Nvidia qui communique sur le ou la, parce que c'est une technologie. Je sais pas, le ou la DLSS. La technologie du DLSS. On va le dire comme ça. Cooler Master qui lance un boîtier P-Case 40 sûrement pour un Raspberry, je pense. Et on finira avec un SSD de chez Western Digital avec des débits énormes de 7000 ms. On imagine PCI Express 4.0, tout ça. On se doute pas qu'il est très performant. En plus, Western Digital, marque assez historique dans le stockage, donc aucun problème. On va pouvoir commencer directement, du coup, avec ces 4 cartes de chez ASRock qui sont des cartes avec GPU AMD pour le coup. Donc on a 2 6800 et 2 6800 XT. Encore une fois, pas d'annonce sur les custom 6900 XT. À croire qu'ils sont pas sûrs d'avoir les GPU pour les produire. Bon, sinon, on s'imagine qu'elles vont ressembler à la Taichi qu'on a déjà vu beaucoup en visuel, qui est assez atypique, je trouve. Qu'on voit bien en accord avec le marché asiatique, mais peut-être un peu moins chez nous.
On a ensuite la Phantom Gaming, encore en 6800 XT. Et la petite différence de celle-là, c'est qu'on a abandonné l'USB type C pour mettre un troisième DisplayPort. Donc comme chez Nvidia, où on n'a pas de... Peut-être sur les séries 30, il y a de l'USB type C, mais même pas sûr. Ensuite, on a la 6800 Phantom Gaming. Ça, plus classique, hein. On nous recommande 700 watts d'alimentation tout de même. Ah mais du coup c'est celle-là là, je sais pas. Enfin en tout cas elles ont pas un look spectaculaire ni très différent. Franchement là où AMD n'a pas fait un look très spectaculaire sur ses cartes de référence, Nvidia a fait un look très spectaculaire pour... Enfin pas très spectaculaire, faut pas non plus... mais un peu atypique et tout. C'est bien. Là, et remarque, les cartes custom Nvidia, elles sont pas atypiques du tout, donc tout ça sans date, sans prix, sans stock. On sait pas, on verra. Mais on a un petit aperçu de ce qui va arriver, quoi. On enchaîne avec la présentation d'un boîtier de chez Be Quiet. Be Quiet, marque allemande, je crois, de boîtiers, de ventilateurs, surtout de boîtiers insonorisés. Ils sont connus pour ça en fait, c'est leur nom, hein. Leur nom, donc du coup ils sont connus pour avoir du matériel silencieux et des boîtiers avec des couches d'isolation phonique supplémentaires. Donc c'est souvent intéressant, surtout si vous recherchez du silence. Là on nous parle d'un boîtier à partir de 160 €, équipé de 3 ventilateurs de 140, donc équipé avec les ventilateurs qu'il vous faut, hein, honnêtement 3 de 140 ça suffit. On voit ici une option pour avoir une paroi en verre trempé. Alors ça c'est joli, effectivement. Voilà cette paroi en verre trempé. C'est joli le verre trempé, mais en vrai, est-ce que ça enlève pas un peu l'intérêt de l'isolation phonique en fait? Parce que Be Quiet, ils sont connus pour faire des boîtiers silencieux. Si tu mets du verre trempé, tu diminues l'isolation phonique parce que tu peux pas mettre une couche d'isolant. C'est aussi bête que ça. Donc on se pose toujours un peu la question de prendre un boîtier qui est fait pour être silencieux avec du verre trempé, et on voit aussi avec une façade plus compatible Airflow, donc pareil, très intéressant pour le refroidissement. Ensuite, pour le bruit, forcément on y perd, hein, entre une façade avec des ouvertures d'aération beaucoup plus petites et le reste isolé phoniquement, on y perd. Mais très bel objet, par contre. Clairement, il est beau, il est en blanc, j'imagine qu'il est disponible en d'autres couleurs, au moins en noir. Ils ont au moins l'habitude de sortir les trucs au moins disponibles en noir et en blanc. 160 €, vous devez pas avoir le verre trempé pour 160 €, ça doit être au moins 10 ou 20 € de plus, peut-être seulement 10, hein. Peut-être seulement 10 € de plus pour une fenêtre en verre trempé. Après, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de fenêtre en verre trempé et profiter totalement du savoir-faire Be Quiet en matière de silence et d'insonorisation. Mais bon, après à vous de voir, hein. C'est les goûts et les couleurs forcément. On enchaîne avec MSI qui nous présente sa gamme Supreme X. Supreme X qui est le haut du panier. Donc ici on a une 3080 et une 3090, donc vous voyez hein, le haut du panier. Qu'est-ce qu'on sait sur ces cartes? Alors on sait qu'elles prendront 3 slots d'extension et qu'elles auront 3 ventilateurs, du RGB sur les ventilateurs, sur la tranche, mais aussi au niveau de la backplate, donc à l'arrière.
Elles seront bien sûr overclockées d'usine. On espère quand même, hein, c'est le haut du panier. Elles intègrent 2 BIOS et 2 modes de fonctionnement, gaming et silent. Donc ça on aime bien aussi. Pour moi c'est un critère intéressant d'avoir un mode basse performance et basse nuisance sonore. Parce qu'une carte graphique qui tourne à fond, ça fait vite du bruit, hein. Par contre, les trucs qui fâchent un peu plus, on aura besoin de 3 connecteurs d'alimentation 8 pins. Donc c'est beaucoup, mais on savait, ça a été annoncé avec des grosses consommations. On est sur de la consommation de 300, un peu plus de 370 watts pour la 3080 et un peu plus de 420 watts pour la 3090. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'ordi consomment moins que ça pour tout faire fonctionner. Mais bon, c'est du très haut de gamme, c'est de la très haute performance. Et je pense pas que pour l'instant Nvidia soit vraiment axé sur l'optimisation par watt, là où AMD l'a un peu plus déjà fait. Je pense que pour l'instant ils s'en moquaient un peu. Donc potentiellement ils ont peut-être de la marge de manœuvre sans investir trop d'argent et investir trop de temps. Parce que dans la recherche, le temps c'est aussi de l'argent. Donc ici la 3080 Supreme X, du coup on voit ici les 3 ventilateurs, son énorme épaisseur, elle prend 3 slots, hein, c'est énorme. Et la 3090 qui est honnêtement la même, hein. Enfin, ça se ressemble beaucoup, elle a l'air peut-être un peu plus haute, ce genre de truc, mais c'est un très gros bébé quoi, c'est un très gros bébé. Du RGB un peu partout, mais pas trop non plus. C'est bien. Il commence à le petit logo MSI RGB, le RGB sur la tranche. On aime bien, on aime bien. Bon après c'est les prix on va moins aimer forcément. Donc annoncé et lancé le 20 novembre prochain. Donc d'ici 2 jours. Si ça vous intéresse, tenez-vous au courant parce que à mon avis elles vont pas rester longtemps. Sauf s'il y a plein de sorties ou plein de stocks en même temps. Mais à l'heure actuelle, ça reste toujours très compliqué de trouver ces cartes-là. On n'a pas de prix. Alors ça fait un peu peur. Sinon, en termes de spécifications techniques, ça va se rapprocher fortement des cartes Founders Edition de Nvidia, hein. Il n'y a pas de... On va grappiller un peu de... En général, on va grappiller un peu de fréquence d'horloge, histoire de... on overclock, quoi. On va grappiller de la fréquence d'horloge en changeant un peu le refroidissement, donc en optimisant le fait que même si ça va chauffer un peu plus, on est capable de refroidir un peu plus. Malheureusement, on a une date mais pas de prix, donc dans 2 jours on verra la lâcher, on verra les stocks et on verra les prix. Et ça nous intéresse les prix, même si ça va être très cher, hein. 3080 et 3090 Supreme X de MSI, on s'attend à du très très cher. On continue avec cette news sur Jonesbo qui poursuit dans le Dual Tower avec le CR 2100. Alors j'imagine que c'est... Oui, ça a l'air d'être un ventirad. Donc avec ici plusieurs ventilateurs, 2, un là et un au milieu, et plusieurs radiateurs aussi. Donc un radiateur là et un radiateur là. Donc pour avoir un refroidissement toujours plus grand et toujours plus optimal. On a du RGB sur les ventilateurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut l'enlever si on n'aime pas de toute façon. Voilà le visuel sans que les ventilateurs soient allumés. Donc on voit tous les caloducs. Attendez, je vais pas dire de conneries. Caloduc je crois, mais je ne suis pas sûr. Si, caloduc. Qui sont en contact direct avec votre processeur et qui assure le transfert de chaleur
jusqu'aux ailettes de votre radiateur qui sont elles-mêmes refroidies par l'air des ventilateurs. Par contre, le RGB pas trop compatible visiblement, ça c'est toujours un peu embêtant. Bon, est-ce que c'est vraiment un objet atypique? Pas trop, hein, on en a déjà vu des comme ça. Ça se démocratise. Avant, on avait vraiment que des radiateurs en un bloc. Maintenant, ils essayent de faire en 2 blocs pour essayer d'optimiser. On voit que les radiateurs sont pas si gros que ça, hein. Si on colle les deux, ça fait pas un... Donc peut-être un moyen d'avoir des ventirades plus petits qui continuent à dissiper autant de chaleur. C'est possible. On continue avec ce ventilateur, le Air Penetrator en 120 mm. Je crois qu'on l'a vu passer en 140 il n'y a pas longtemps, de chez Silverstone. Bon bah c'est un ventilateur, hein. Il est pas révolutionnaire. Il tourne à 1350 tours minute et sans vitesse variable. Donc ça nous embête. On trouve ça un peu nul. Franchement, aujourd'hui, qui sort des ventilateurs qui n'ont pas le PWM qui permet simplement de brancher sur sa carte mère et que un logiciel fasse tout le boulot pour toi derrière. On espère qu'ils vont le sortir très très peu cher, parce que sinon il trouvera pas preneur, hein. Clairement, va falloir sortir un truc très très attractif. Parce que là on se prive de tout le marché grand public qui a pas envie de s'embêter, qui a juste envie de brancher son ventilateur sur sa carte mère. Déjà, on s'adresse à un marché où il veut bien monter des trucs dans son ordinateur lui-même, et ensuite faut pas abuser. Déjà, brancher son ventilateur sur sa carte mère, c'est bien. On veut pas mettre tout un système de contrôle de la ventilation avec un réobus ou ce genre de truc. Réobus ou réobus d'ailleurs? Je sais pas. Réobus, c'est marrant. Mais en tout cas, le réobus, c'est un appareil qui permet de relier tous les ventilateurs et d'avoir un contrôle sur leur vitesse de ventilation. Souvent, il y a une sonde de température et tout. C'est pour avoir un système avancé de contrôle de la ventilation. Ça s'adresse à très peu de personnes. Très peu de personnes en ont l'utilité parce que justement on a mis en place des outils assez simples pour contrôler la vitesse de ventilation de vos ventilateurs, la vitesse de rotation de vos ventilateurs. Et en vrai on n'a pas envie de s'embêter, donc non, on n'est pas très chaud pour ce genre de ventilateur. Honnêtement, faut qu'il sorte très peu cher. On continue avec MatCats qui passe à la souris perforée, donc une souris légère. On a un poids de 70 grammes sur la balance, donc légère mais pas dans les plus légères. Quel est le visuel? Ah, ce coup-ci, on a un peu plus de plein, clairement. Mais aussi, on est passé au triangle. D'habitude, on a plus des formes qui se rapprochent du cercle. Là, on est sur du triangle. On aime ou on n'aime pas, hein. De toute façon, la souris, c'est vraiment... c'est assez personnel. Chacun a sa souris, a la souris faite pour lui. Même souvent plusieurs souris faites pour lui, mais c'est une autre histoire. Donc sinon, on est sur de la souris classique gaming. Là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, MatCat, c'est une marque de périphérique gaming. On a des boutons en plus, de l'éclairage RGB. Donc voilà, c'est pas... Moi j'aime pas trop, mais après les goûts et les couleurs, hein, honnêtement, là-dessus. Mais c'est pas le visuel, ma souris légère avec avec mon visuel préféré, quoi. Clairement les triangles sur moi ça marche pas trop. On continue avec ce boîtier Bitphoenix.
donc qui a l'air orienté airflow, donc ventilation, optimisation de l'aération. On y retrouve 4 ventilateurs ARGB, donc de quoi ventiler tout ce qu'il nous faut. Des ventilateurs en 120 mm bien sûr, faut pas abuser non plus. Par contre un tarif très attractif de 60 €. C'est très abordable, surtout que vous avez déjà 4 ventilateurs d'inclus, donc clairement c'est très abordable. Donc voilà le visuel de la bête. On a la fenêtre sûrement en plexiglas pour ce prix là, pas sûr qu'ils aient mis du verre trempé pour 60 €, mais bon, une fenêtre qui permet de voir votre config. Cette façade en mèche. Salut KitCash. Cette façade en mèche qui optimise la ventilation, et on voit les 4 ventilateurs, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. 4 ventilateurs largement assez pour la majorité des configs. Après au niveau qualité, je connais pas trop Bitfenix, j'en ai pas trop entendu des... Je sais qu'il y a beaucoup... Ils font des trucs entrée de gamme, mais j'ai jamais trop entendu de gens cracher dessus et tout. Donc je me dis que si c'était très mauvais, j'en aurais entendu parler. On finit toujours par entendre parler des trucs très mauvais. Internet est pas toujours gentil. Et du coup, je me dis que ça doit être ok pour de l'entrée de gamme, quoi. Après, c'est toujours pareil, hein, on paye la qualité. Pensez bien que si vous mettez le double dans une marque plus reconnue, plus qualitative, et bah il sera sûrement plus qualitatif. C'est en général le cas. On a aussi ces versions-là, oula, en blanc. Le blanc, c'est bien, hein, mais il faut que ça reste propre, quoi. Surtout avec des trucs orientés ventilation, avec du mesh un peu partout. Il faut faire attention à la poussière. Sinon, ça devient vite plus blanc. Hein. Faut pas se mentir là-dessus. En matière de water cooling, on a quoi? Un radiateur de 360 à l'avant. Ok. Et on a 240 en haut. Oui, on a 240 en haut. Donc, classique. Vous pouvez mettre à peu près tout, c'est cool. Et niveau stockage, 2 emplacements de 2,5 pouces et 2 cages pour des 3,5 pouces compatibles 2,5. Encore une fois, classique. Franchement, pour 60 €, c'est très correct. Ça a l'air pas mal. Vous avez quand même une vitre. Ah, j'ai pas vu, mais à mon avis, c'est pas du verre trempé. Hein. C'est pour 60 €, je trouverais ça un peu étonnant. Après, si ça l'est, c'est encore mieux. Et 4 ventilateurs et tout, franchement, un boîtier prêt à l'emploi. Hein. Un boîtier prêt à l'emploi. Rien à rajouter à part une alimentation et une config, mais pas de ventilateur, pas trop à se casser la tête. On a des connectiques en haut. Plutôt sympa. Produit plutôt sympa. Franchement, à tester. On enchaîne avec un boîtier un peu plus atypique parce que c'est un open frame, donc un boîtier ouvert. Ah mais il est pas totalement ouvert. Un open frame c'est pas un boîtier ouvert normalement? Ah c'est juste que là il y a une vitre qui ne sert à rien, c'est ça? Ok, ça a l'air d'être ça. Très marrant quand même de mettre une vitre, mais vous voyez hein, avec un grand espace là, je trouve ça spécial. Bon après, très atypique, hein. Ça fait un peu Transformers. Mais pas si moche que ça, en vrai, de devant, est-ce qu'on a une photo de... Non, on n'a pas la photo de façade. J'aurais bien aimé voir juste la façade. Parce que là, avec la vitre, ça fait un peu bizarre. Mais en vrai, juste la façade, je pense que c'est assez ok. Hein, pour un truc un peu Transformers. Donc qu'est-ce qu'ils nous en disent de ce boîtier? Déjà, il s'appelle le X7, donc ils sont pas allés chercher très loin le nom, mais ça me va, hein, parce que les noms à rallonge, c'est pas mieux. Il sera livré avec des ventilateurs à éclairage RGB adressable,
On nous dit pas combien de ventilateurs et tout. Et il y aura sûrement une version sans ventilation. En vrai, je m'attendais à plus atypique. Je m'attendais quand même à plus atypique. On imagine qu'il y a de la place pour le water cooling parce qu'il a l'air quand même vachement haut. Il a l'air vachement haut. Et il y aurait 2 coloris. Et ils disent quoi à la fin? Et le kit water cooling présent dans la partie noire n'est donc pas coupé physiquement. Ok. Donc compatible avec du water cooling visiblement. De toute façon ça a l'air d'être un objet assez luxueux. Hein. Sans se mentir, on n'a pas de prix, on n'a pas de date, juste bientôt. On aime bien qu'on nous dise bientôt. Mais on se plaint pas déjà, on a un visuel complet du truc. En vrai, non, ça va. Moi j'aime bien, j'ai juste peur que ça coûte très cher et bah encore une fois, faut pas avoir de poussière, hein. Sinon catastrophe. On continue avec encore un boîtier, on a sacrément beaucoup de boîtiers aujourd'hui. Donc celui-ci c'est le H300G de Apconcore. Oh c'est trop dur à dire. Donc ouais en même temps c'est coréen, moi je suis pas coréen les gars, je suis désolé. On n'a pas de RGB. Voilà, il y a du RGB. Et plutôt sympa ce boîtier. Hein. Moi j'aime bien. Un petit côté turfu, un petit côté spatial et tout. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là il est mis en valeur avec du RGB de partout et tout, mais la petite vitre et tout, non, moi j'aime bien. Compatible avec tout. Pas si lourd que ça, 5,9 kg. Et pourtant un châssis en acier. On a du verre trempé. Donc plutôt haut de gamme. On pourra mettre des grandes cartes graphiques. Compatibilité water cooling, on a quoi? On a limité à 240 à l'avant. Et seulement un... Ah ouais, du coup on aime beaucoup moins. Seulement un radiateur de 120 en haut. Ça on aime beaucoup moins. Du coup. Ah là on est déçu. Moi le visuel, je mets un bon gros 8. Et c'est une bonne note pour moi, un bon gros 8. Par contre là, niveau compatibilité water cooling, on met un 3. Hein. On met un 3, c'est ATX et tout. Non, on veut au moins avoir... Donc ils nous mettent pas 360 en façade. S'il est pas très haut, on veut bien. Mais qu'on nous mette pas 240 en haut, ça fait mal. Hein. Salut Charogne, ça va? Moi je le trouve beau. Je le trouve beau du coup. Mais je le prendrai jamais parce que je trouve que niveau compatibilité, ça me convient pas. Moi je trouve que pas mettre 240 compatibilité avec un radiateur de 240 en haut sur des boîtiers ATX format standard, c'est dommage. Mais clairement joli. Vraiment un petit look futuriste qu'on aime bien. Avec ce mélange, c'est la première fois que je vois en façade un mélange mèche ou grillage avec une vitre. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc je conseille aux marques de boîtiers de s'y intéresser. Comme si on m'écoutait. Allez, on enchaîne avec... Ah ouais, cette information à prendre avec des pincettes parce que possible spécification technique. On nous parle ici des processeurs de 11e génération d'Intel. Donc, finesse de gravure en 14 nanomètres c'est-à-dire, parce que 14 nanomètres c'est déjà ce qu'ils font. Ça va, j'ai un peu mal à la gorge, j'espère que ça s'entend pas trop. Et je vais essayer de pas vous casser les oreilles, mais j'ai un peu mal à la gorge. Du coup, 14 nanomètres, pas de changement. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. Quand est-ce qu'ils vont changer? Il va falloir. Hein.
Sinon, on a quoi? Plus d'IPC, c'est d'instructions par clock, si je me trompe pas, donc par tour d'horloge. Donc plus d'actions avec les mêmes fréquences. Ça, il faut bien parce que AMD a grimpé, a vraiment rattrapé son retard et dépassé un peu les attentes de tout le monde là-dessus. Donc il va falloir, et 10%, c'est pas énorme non plus. Ensuite, sur la mémoire, là où encore AMD a fait des petits trucs, on ne sait pas encore trop exactement l'étendue des performances que ça ajoute, mais on sait que c'est quand même un petit plus et on prend tout petit plus. Donc ils ont fait du travail sur la mémoire cache. Et là, ils nous parlent d'une hausse du cache L1 et aussi du L2. Ok, c'est vraiment pas très... c'est pas du très bon teasing. Prise en charge du PCI Express 4.0, ça c'est une aberration que la 10e génération l'est pas, honnêtement. Pourquoi? Pourquoi? En termes de cœur, on ne change pas ce qu'il y avait. Voilà. Donc en vrai, pourquoi sortir cette nouvelle génération là? On a un peu envie de se poser la question. Donc au niveau de la fréquence, ouais, ça mérite pas une. Moi j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on nous annonce une nouvelle génération pour nous annoncer ça comme changement. Je trouve que, enfin moi par exemple, je sais pas, un i7 qui vaut, i7 ça vaut quoi, 450 € en gros? Peut-être un peu plus même d'ailleurs. Peut-être un peu plus, un i7 10e génération. Attendez, je vais voir. Je vais voir, j'ai pas envie de dire des conneries. Alors, le i7 10e génération, on est sur 470. J'étais pas très loin. J'étais pas très loin. On est sur 470 pardon, chez Top Achat, par exemple. Qui est, en général, n'abuse pas sur les prix. Pas forcément le moins cher, mais n'abuse pas sur les prix. Donc, repayer 470 €, et d'ailleurs repayer plus parce que à tous les coups, il va falloir racheter une nouvelle carte mère. Ça, on a l'habitude avec Intel. Donc, payer 470 € plus une nouvelle carte mère pour gagner 0,1 GHz en boost et 0,1 GHz sur tous les cœurs. Je sais pas vous, hein, peut-être que vous, ça vous chauffe de ouf. Moi, pas trop. Pas trop, pas trop. Non, en vrai, c'est... Ou alors, faut cramer les prix, quoi. Faut cramer les prix, et dans ces cas-là, ok. Mais ils le feront jamais. Ils vont jamais sortir une nouvelle génération. Enfin, en tout cas, ils l'ont jamais fait, sortir une nouvelle génération bien en dessous des prix de référence, enfin, de prix de sortie de la génération précédente. Salut Guy l'Alsacien. Bah ouais, j'imagine que vous êtes pas chaud. En vrai, qui est chaud à part les gens qui reçoivent le matériel gratuitement? Personne. Personne n'est chaud de changer tout son matériel pour gagner ce qui ne fera pas la différence. Ça va et toi? Enfin, honnêtement, s'ils continuent à faire ce genre d'annonce, là honnêtement, c'est à prendre avec les pincettes. Ça se trouve, ça représente pas du tout les caractéristiques techniques de ce qui va sortir. Donc, on va pas leur mettre la tête sous l'eau, clairement. Mais on se dit que... On espère que ça vient pas d'eux, quoi. Parce que clairement, on espère que c'est une fuite d'un proto qui est pas prêt et qui a ça comme caractéristique pour l'instant, quoi. Parce que sinon on va un peu avoir l'impression d'être pris pour des pigeons, hein. Un peu. Et ça fait jamais plaisir. Respectez vos clients et vos consommateurs. En plus, ça marche tellement mieux dans ce sens-là, quoi. Si tu arrives à faire des prix corrects, de la bonne qualité,
et bah les gens ils vont racheter la même marque et tout, ça c'est sûr, hein. Ah ouais, le matériel informatique coûte cher malheureusement. Après, c'est quand même devenu plus accessible. On- Maintenant, on peut, avec un ordinateur pas si cher que ça, jouer à beaucoup de trucs. Pas à tout, enfin, presque à tout, mais pas forcément dans toutes les conditions. Salut Bixom! On continue avec cette news sur la disponibilité des Xbox Next Gen. Donc, ça fait mal comme news quand même. Ce titre, ce titre avec pas de réelle disponibilité avant avril 2021, c'est pas possible. C'est pas possible. En vrai, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop quand même. Avril 2021, je ne veux même pas compter dans combien de mois c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et tous les enfants qui veulent une Xbox à Noël, on peut pas priver tous ces enfants du bonheur d'ouvrir une console de jeu sous le sapin, quoi. Ouais, bah moi c'est un peu ça aussi qui te cache. C'est un peu ça. Sauf qu'il n'était pas de ouf non plus. Mais je me suis fait une config correcte et depuis j'ai juste changé la carte graphique. Après, au bout d'un moment, ça commence à vieillir quand même, notamment le processeur. Sur, quand tu as 4-5 générations de retard, tu commences à avoir un peu de mal avec les nouveaux trucs. Mais donc, cette nouvelle qui fait mal, comment il explique? Il explique avec les soucis d'AMD à fournir, les soucis de Nvidia à fournir. En gros, tout le monde a du mal à fournir. Oui, c'est vrai, tout le monde a du mal à fournir. Mais bon, Microsoft, ils sont censés être un chouïa au-dessus de tout le monde quand même. Franchement, peu de personnes sont aussi grosses que Microsoft. Et, et en fait, c'était prévisible. Donc il y a un moment où il faut pas tomber dans le piège comme tout le monde. On a vu que Nvidia, qui ont été les premiers à sortir des trucs, c'est la galère. Enfin, ça a été la galère et c'est toujours la galère pour trouver leurs cartes. Et pourtant, ils ont continué d'annoncer des modèles en plus et tout. Là, ils vont sortir début décembre. Ils ont annoncé des modèles. Là, normalement, on devrait avoir la 3060 Ti au moins. Franchement, pourquoi, pourquoi, pourquoi quand on s'appelle Microsoft, on n'a pas des gens qui ont pensé que ça va être la galère comme tout le monde et donc qu'on va essayer de limiter la casse? Parce que pour moi, avril 2021, c'est pas limiter la casse. Après, je pense quand même que avril 2021, c'est abusé, que devrait y avoir des stocks de plus disponibles et enfin au moins plus rapidement. Et déjà, pas avant 2021, ça fait mal, hein, parce que Noël, en fait. Noël, moi, quand j'étais enfant, quand j'avais une console pour Noël, mais ma meilleure vie, quoi. Vraiment ma meilleure vie. Genre, le- quand j'ouvrais le cadeau avec la console et que je pouvais jouer, mais genre, mais des super souvenirs. Des super souvenirs de, de, de débutant gamer, quoi. Franchement, trop. Est-ce que la PS5, c'est pareil. Franchement, j'ai du mal à croire que faut penser à un truc. Faut penser à un truc. Honnêtement, dans la PS5 et dans la Xbox, c'est à peu près les mêmes composants de base, hein. Ils tournent avec les mêmes générations et les mêmes architectures. Il y a des composants qui diffèrent forcément, même au niveau du stockage, ça doit pas être exactement les mêmes. Mais, mais tout ce qui est partie intelligence, CPU, GPU, c'est la même chose, hein, c'est AMD. Et si AMD est pas capable de fournir du stock sur ses produits à eux directement, ils vont avoir du mal d'assumer la production pour les consoles pareilles, hein. Et en fait, c'est ça, hein, y a- c'est pas que c'est pas qu'ils ont des consoles et qu'ils veulent pas les vendre. C'est qu'ils arrivent pas à produire assez de consoles
pour que les gens pour que toute personne qui veuille en acheter puisse en acheter. Et ça, c'est parce qu'il y a plein de maillons de la chaîne de production qui est ralenti à l'arrêt ou juste mal dimensionné pour la production qu'on lui demande. C'est ça aussi. Parce que là, il y a eu un boom où, franchement, les consoles de jeux, c'est big. La Xbox et la PS5, enfin la Xbox et la PlayStation, c'est des produits vendus massivement. Et ça demande une production qui est tout aussi massive. Et ça, c'est pas si évident. Et en plus, il y a l'engouement du début et tout. Le, il y a le contexte actuel mondial aussi qui aide pas. Mais quand on annonce une sortie d'une console, déjà c'est quand même assez rare. On n'a pas une console, c'est pas un code, c'est pas un nouveau code qu'on a tous les ans, qu'on attend tous les ans, on sait qu'on va l'avoir. Les consoles, on attend les vrais changements de génération. On attend, on attend parce on veut découvrir toujours plus et avoir toujours une meilleure expérience. Donc c'est toujours des trucs très attendus et c'est un peu compliqué. Franchement, leur sortie est un peu compliquée. Après, encore une fois, il y a plein de choses qui expliquent. Mais est-ce qu'ils auraient pas pu faire un peu mieux? On se demande. On se demande parce que c'est quand même des grosses boîtes et c'est des gens qui ont des équipes qui travaillent sur la com, sur le marketing et tout. Donc ils doivent faire des trucs bien. C'est ce qu'on leur demande en tout cas. Et je pense que c'est ce que leur demande leur boîte aussi. Et là, bah, le marketing était bien, hein, mais la prod, ça a des gros problèmes. Alors, vas-y, je vais prendre ta question, Bixom. T'aimerais passer en SSD, mais tu as que des branchements Molex. Alors là, aucune idée. Comment ça, t'as que des branchements Molex? Les branchements Molex, c'est la lime, on est d'accord. Et ça n'existe pas un adaptateur Molex Enfin, pourquoi tu pourrais faire cramer avec un adaptateur Molex vers SATA? Du coup, t'as une vieille Alim. T'as vraiment une vieille Alim, parce que moi j'ai eu des vieilles Alim, mais ça fait longtemps qu'il y a quand même du SATA, non? En vrai, il doit exister des adaptateurs. Ah ouais, je suis désolé, il y a toujours le... Il y a toujours le truc anti-lien. Mince. Attendez, moi je peux le mettre, je crois. Est-ce que moi je vais me faire ban si je le mets? Non, ça va, je peux le mettre. J'avoue que je sais pas du tout, je connais pas, je connais personne qui a essayé de faire ça. En vrai, après, en vrai, est-ce qu'il serait pas mieux de changer la lime avec une alim qui est compatible Molex et SATA? Moi, je pense, hein. Si enfin, moi je connais pas du tout, mais si les adaptateurs sont déconseillés, après t'as peut-être quand même des marques qui font qui font du modèle qualitatif et machin, mais peut-être mieux quand même de changer la lime, hein. Peut-être mieux de changer la lime. Après, renseigne-toi. J'avoue que si tu arrives à trouver du matériel de marque connue, machin, sur lequel tu sais que tu auras un support, ça va. Si c'est pour acheter du matériel sans marque, avec des caractéristiques dans une langue que tu ne sais pas lire, évite. Oula, j'ai trompé de truc. Je continue mes news.
On continue avec une souris, je crois. La Logitech G Pro X Superlight. Donc, Logitech, marque qu'on connaît bien, marque que j'aime bien. G Pro X, le très haut de gamme, voire le très très haut de gamme, je crois. Je crois pas qu'il y ait de trucs au-dessus en termes de casque et de souris. Et de clavier aussi, je crois qu'ils font du clavier. Tarif haut de gamme, 150 € pour une souris légère qui fait 63 grammes. Alors, ce coup-ci, est-ce qu'on a un visuel atypique? Attention. Ah ouais, c'est vraiment très sobre, hein. On a 2 boutons et c'est tout. Bon, par contre, 63 grammes, elle est sans fil. Donc 63 grammes avec une batterie, c'est vraiment pas lourd. Après, 150 € quoi. Autonomie de 70 heures, ce qui est bien. On a une souris très qualitative, hein, sinon un très bon capteur, tout ça. Là-dessus, on se pose pas trop la question, c'est Logitech, on connaît. On voit ici le système pour ranger l'USB qui permet de recevoir le signal. On a les patins. Bon, marrant tout de même parce que elle est pleine. Ce qui est assez étrange pour une souris légère. On a quand même l'habitude de voir les souris légères plein de trous pour gagner justement en poids. Et en plus, sur la balance, elle est très légère, hein, 63 grammes. 63 grammes, hein, sachant qu'il y a une batterie dedans qui tient 70 heures. Sinon, c'est très classique. C'est vraiment. Je pense que on peut difficilement ne pas aimer dans le sens où bah, ça ressemble aux anciennes souris. On voit il y a quand même des petites lignes incurvées pour que ça soit agréable et ergonomique. Bon après c'est Logitech, hein, on va pas se demander si c'est qualitatif et tout. On sait que ça l'est. On sait que souvent on paye la marque. 150 € c'est un peu cher, mais elle a des bonnes caractéristiques tout de même. Et 63 grammes en souris sans fil, c'est plutôt propre. On continue avec des tests en ray tracing avec une Radeon 6800 XT. Alors, est-ce que AMD a été capable de se rapprocher ou même faire mieux que Nvidia? Du coup, c'est quoi? C'est des performances, c'est des nombres d'images par seconde en 1440p sur différents jeux, Battlefield 5, pardon, Code Modern Warfare, Crysis Remastered, Metro Exodus et Shadow of the Tomb Raider. Donc on oscille entre 67 qui est le moins pour Metro Exodus jusqu'à 95 pour l'avant-dernier code du coup. Parce que c'est Cold War le dernier code, je me rappelle même si j'y joue pas. Donc en 1440, est-ce que... En fait, je sais pas. Je sais pas vraiment ce que je dois en penser de ces chiffres. Est-ce que c'est beaucoup? Il aurait fallu comparer avec des cartes Nvidia. Ah ouais, ok. Ils disent que c'est pas possible de comparer parce qu'on n'a pas la config employée. On sait juste la carte graphique, mais on sait pas ce qui tourne derrière. Donc un peu embêtant. Un peu embêtant parce qu'on sait, on peut tricher, hein. On peut tricher, on peut faire refroidir le tout par azote liquide et déjà on va gagner des performances, hein. Donc on les connaît, hein, les petits tricheurs, ceux qui essayent de faire les malins avec les benchmarks. On sait qu'il y a des petits trucs. Et ouais, le choix des jeux, c'est vrai que c'est étrange. Il n'y a pas de jeu récent, enfin pas très récent en tout cas. Je sais même pas.
C'est quoi le plus récent? C'est Metro Exodus ou Code? On se demande même s'il n'y a pas des petits... Ah ouais, Crysis. Ah ouais, vu qu'il est refait. Ah oui, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai entendu parler de Crysis qui était refait. Et maintenant, il tourne ou pas? Incroyable Crysis quand même. Le jeu impossible à faire tourner. Mais peut-être il y a des petites collabs entre AMD et par exemple, moi j'aurais aimé voir qu'on a entendu parler il y a pas longtemps. On a entendu parler que AMD faisait une collab avec Blizzard sur WoW, Shadowlands, pour y intégrer un genre de ray tracing, je crois. Et bah là, on aurait aimé voir WoW tourner. Ça nous aurait bien plus intéressé que ces jeux. Mais ouais, à se demander s'il n'y a pas des arrangements entre les éditeurs de jeux et AMD. C'est un choix étrange. On aurait aimé voir des jeux sortis là, genre même un Assassin's Creed, un Watch Dogs, ce genre de truc quoi. Peut-être que ça les mettait pas assez en valeur, c'est un peu ça le problème. Maintenant, Nvidia qui fait aussi des petites annonces sur ses techs, bah ouais, faut bien. Après, ils vont pas se laisser marcher dessus. Ce coup-ci, c'est la technologie du DLSS. Donc le DLSS qui est une technologie d'upscale de l'image avec, si je me trompe pas, une espèce de part d'intelligence artificielle qui, elle, gère ensuite. En gros, on va essayer d'être clair. Ça va pas être facile, mais on va essayer d'être clair. En gros, on vous calcule une image en plus basse résolution que ce qu'affiche votre écran. Et ensuite, il y a un espèce d'algorithme intelligent qui vient la mettre au mieux pour l'afficher sur votre écran pour que vous n'ayez pas l'impression que ça soit une image en plus basse résolution. C'est de la triche, mais si c'est bien fait, c'est la folie. Parce que du coup, ça demande moins de ressources à votre appareil qui fait tourner le jeu, par exemple. Pour le DLSS, c'est quand même souvent du jeu. Et on se retrouve avec une image aussi belle, voire parfois plus belle, parce que plus d'images par seconde, tout ça, que ce qu'aurait fait nativement votre appareil dans la résolution de votre écran. Donc en vrai, technologie de triche, oui, mais technologie de triche très intéressante, parce que si on ne le voit pas, on prend. Si pour un œil averti, ça passe, pour le peuple, nous, ça passe trop bien. En fait, c'est ça. Donc, DLSS compatible dans 4 jeux récents, lesquels le nouveau code Black Ops Cold War, qui profite aussi du ray tracing. Ensuite, on a quoi? On a War Thunder et 2 autres jeux. C'est quoi les 2 autres jeux? Enlisted et Ready or Not. Et donc on a ils nous annoncent des gains performance jusqu'à 55% en plus en 4K. Et là, jusqu'à 120% en plus en 4K, quoi. Ce qui permet de passer d'un gameplay joli mais pas ultra fluide à un gameplay joli et fluide, donc l'expérience optimale du jeu vidéo. Ce qu'on veut tout savoir, c'est des trucs beaux, parce qu'on aime, et aussi une expérience où c'est fluide, on veut pas avoir une impression de lag entre chaque action et chaque réalisation sur notre écran, quoi. On veut que tout ça... et si on arrive à avoir du beau et du fluide, et ben on a une immersion totale. Il suffit d'ensuite ajouter un bon scénario et des bons développeurs et on a un blockbuster. Donc en vrai, c'est cool. C'est une technologie qui est propre à Nvidia déjà, donc disponible uniquement sur les cartes graphiques Nvidia équipées du RTX.
Parce qu'en gros, c'est les cœurs qui sont dans les cartes RTX, qui ont des cœurs associés à l'intelligence artificielle et à tous ces processus un peu particuliers. Et il la travaille. La première version du DLSS était pas terrible. Moi, je l'ai pas, mais j'ai vu des tests. Et effectivement, on voyait, il y avait quelques bugs. En gros, il y avait quelques moments où on voyait les problèmes. Et du coup, ça, c'est pas possible parce que du coup, ça ne marche pas. Ils l'ont perfectionné. Ils ont des gens qui travaillent dessus. Ils l'ont perfectionné. Et aujourd'hui, à peu près tous les gens de la tech s'accordent à dire que ça commence à être vraiment beau et ça commence à vraiment plaire et apporter un vrai plus à l'expérience de jeu. En fait, c'est ça, nous, tant que consommateurs, on veut un plus. Comme on l'a vu avant avec ces informations sur la 11e génération d'Intel, on veut pas 0,1 GHz en plus, on s'en fiche de ça, on verra pas la diff, personne verra la diff, à part la personne qui fait 15 benchmarks par jour, ce qui représente 0,001% des gens qui ont du matériel, quoi. Enfin, donc on s'en fiche, on veut voir la diff. Et ça, c'est une tech qui fait la diff. Donc on est content qu'ils travaillent dessus. Et en plus, avec la nouvelle génération de cartes Nvidia, alors je veux pas leur faire de la pub, ils ont des problèmes, comme tout produit qui sort, tout n'est pas rose, mais par contre, on va enfin avoir des cartes RTX en 50, donc les 3050, qui vont être des cartes entrée de gamme et qui vont bénéficier de ces technologies-là. Et ça c'est vraiment génial. Ça c'est vraiment génial parce que on va enfin avoir toute la famille Nvidia, tous les gens qui ont des cartes Nvidia. Bon là du coup au début ça va forcément être des cartes récentes, mais petit à petit on va les retrouver sur toutes les prochaines générations. Et ça on est content parce que jusqu'à maintenant, avoir la technologie du RTX, donc le DLSS, le ray tracing, tout ça, il fallait acheter une carte relativement haut de gamme et c'est cher. En vrai c'est cher, une carte RTX jusqu'à maintenant c'était cher. Ça l'est un peu moins maintenant que les séries 3000 sont sorties, que du coup les 2060 ont un peu baissé mais c'est un peu les seuls. Mais ça reste cher. Et des 3050, je sais plus, c'était annoncé à moins de 200 $, je crois, un truc comme ça, les cartes Founders Edition de Nvidia en 3050, bah ça fait rêver. Si on peut avoir du DLSS, du ray tracing, du coup pour nous ce sera plus cher, hein, comme d'hab on sait avoir, mais si on peut avoir toutes ces technologies-là pour moins de... Du coup nous ce sera sûrement moins de 300 €, un truc comme ça, en Founder Edition, peut-être 220 et des poussières, si on a de la chance. Et bah c'est hyper bien, parce que ça rend vraiment tout ça très accessible, et ça va aussi, eux, leur permettre de grignoter des parts de marché. Et ça, du coup, tout le monde y gagne. Tous les consommateurs y gagnent, la marque va y gagner, hein, fidéliser les clients, c'est la solution ultime. Hein. Franchement, regardez Apple. Hein. Apple, c'est des génies du marketing. Encore une fois, Apple, ils ont des problèmes, tout n'est jamais rose, mais Apple, ils ont réussi à fidéliser les clients et ils ont une part de leur clientèle qui, peu importe ce qu'ils sortent, ils iront l'acheter. Et à la limite, parfois ils critiqueront après, mais dans tous les cas, ils iront l'acheter. Et ça, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Et ce genre de tech, on a vraiment hâte de la retrouver partout. Et en plus, plus elle sera partout, plus elle sera compatible avec de nombreux titres. Donc vraiment, tout le monde y gagne. C'est vraiment important que ça se démocratise. Allez, on continue. Il nous reste 2 news. J'ai déjà fait beaucoup de temps. C'est pas grave. Alors, ce petit boîtier pour... Alors, on dit un ou une Raspberry Pi? Parce que c'est une carte, mais c'est... si on prend comme un ordinateur, c'est un ordinateur. Bon, je sais pas. Et du coup, la version 4 Model B. Alors moi, j'avoue que je suis pas très... Je sais ce que c'est, mais je connais pas tous
toutes les versions et tout. Et en gros, qu'est-ce que ça nous ajoute à part de la protéger? Donc on a un accès à la connectique. Ouais. Ouais, en gros, c'est surtout pour la protéger, hein. On est d'accord. Un prix de 25 euros, donc c'est ok. Ah non, on a aussi une partie pour la refroidir, du coup. J'imagine que ça c'est en contact avec la carte. Ok, c'est une campagne de Kickstarter qui a été réussie. C'est Cooler Master qui a fait une campagne de Kickstarter pour ça? Ça, je pense que en vrai, il y a des gens qui disent une et il y a des gens qui disent un. Donc, je pense que c'est un débat sans fin. Mais franchement, par contre, c'est étonnant que Cooler Master fasse une campagne de Kickstarter pour ce produit qui en plus n'a pas l'air très très cher à produire, vu le prix de vente. Et c'est quand même une grosse. Peut-être qu'ils avaient peur de ne pas avoir de public, peut-être. Ou alors lancer un produit à encore plus bas coût, peut-être aussi. Mais bon, c'est pas. Je pense que c'est pas très révolutionnaire, hein. Moi, j'en ai déjà vu pas mal des boîtiers, et au final, si c'est principalement de la protection, je pensais qu'ils allaient ajouter, je sais pas, un petit module compatible qui ajoute, je sais pas, par exemple, de la Wi-Fi ou des trucs, des connectiques. J'avoue que je sais pas. Je sais pas trop. Peut-être qu'il y a déjà tout ça sur le modèle 4B, peut-être. En tout cas, sachez qu'il vous donne aussi accès à un logiciel qui est en fait open source. Donc tout le monde a accès à ce logiciel qui est Pitool, qui doit être des outils pour faire des trucs sur votre Raspberry. Et on termine avec un SSD. On va pas faire beaucoup. Ouais, je pense que c'est un peu de niche. Mais c'est vrai que c'est peut-être parce que c'est un peu niche qu'ils ont lancé une campagne Kickstarter. Mais en vrai, c'est quand même une grosse boîte, Cooler Master. Ils auraient pu essayer, genre, de le sortir un peu comme ça, avec très peu de stock dans un premier temps, et voir si ça marche ou pas. Est-ce que c'est c'est bien d'impliquer la communauté, mais le Kickstarter, c'est aussi demander aux gens de payer. Donc, moi, personnellement, je préfère quand même que les campagnes de Kickstarter permettent à des gens de se lancer plutôt que faire bénéficier des entreprises déjà bien établies. Et parce que je suis pas sûr que Cooler Master se porte si mal que ça. Et c'est un nom au moins connu et en général aussi reconnu, hein. Je suis d'accord que monter une ligne de prod, mais si tu fais justement un petit truc en mode tu montes pas de ligne de prod, t'en fais faire 100 ou 1000 en proto, et parce que c'est pas non plus des trucs qu'on voit à 25 euros. Ça doit sûrement être du plastique en soi. Faire tourner des imprimantes 3D aujourd'hui, ça coûte plus si cher que ça. Même en faire 1000 en imprimante 3D, t'as pas besoin de monter de ligne de prod, quoi. Je sais pas, je me pose la question, mais après je suis pas du tout expert, et peut-être que c'était juste qu'ils étaient super frileux et que du coup ils se sont dit dans tous les cas il y aura zéro perte, quoi. Au final c'est vrai que ça fait une action à zéro perte, hein. Quand tu le fais en Kickstarter,
T'as juste un peu de développement, mais quasiment zéro perte, quoi. Je finis avec mon SSD, ce SSD Western Digital de 500 Go avec un débit de 7000 ms comme le SSD Samsung qu'on a vu hier, je crois, peut-être avant-hier, hier ou avant-hier. Donc 7000 ms en lecture, 4100 en écriture, un peu moins en écriture que le Samsung. On a durée de vie annoncée de 300 Tera, 2 fois moins que le Samsung, si je me souviens bien. On était sur du 600 Tera chez Samsung et on reste sur une garantie de 5 ans. Alors on va avoir le graphe de la fin. C'est le graphe de la fin qui nous intéresse, qui récapitule. Et alors, je veux pas dire de bêtises, mais si je me trompe pas, c'est différentes tailles de morceaux de fichiers testés. C'est toujours la même taille de données finales, mais avec des morceaux plus ou moins différents et des techniques différentes. Et ça donne du coup 4 débits différents, que ce soit pour la lecture ou pour l'écriture. Parce qu'en fait, ça c'est la réalité. Le haut, c'est ce qu'on nous annonce, c'est le chiffre le plus haut dans les conditions optimales. Et dans le pire des cas, on aura ça comme débit. Donc les différences, c'est les tailles des morceaux des fichiers, si je me trompe pas. Dites-moi dans le chat si je me trompe. Ça m'arrangerait qu'on me le dise parce que pas trop envie de dire des conneries. Et ça a l'air d'être quand même assez semblable à ce qu'on avait vu sur le Samsung. Même peut-être un peu plus sur certaines lignes. Mais du très performant. Honnêtement, du très performant. Je parlais de ce SSD. De SSD avec ce graphe qui représente les débits. Et donc si je me trompe pas, on est bien avec des débits différents suivant la taille des morceaux de fichiers transférés. Ou alors c'est juste la taille des fichiers transférés. Je crois que c'est la taille des morceaux de fichiers. Si je me trompe pas. Mais je suis pas expert. Donc je peux me tromper. Mais en tout cas, on est sur les mêmes, à peu près les mêmes débits que sur le Samsung. On n'a pas de prix. Si on a un prix, je sais plus si on a un prix. Je remonte, je vais vous dire ça tout de suite. Si on a un prix, 145 € pour 500 Go. Ça c'est cher un peu. C'est un peu cher. Je crois que c'est même un peu plus cher que Samsung, qui a tendance à être cher en termes de prix de SSD. Donc voilà, dans la veine des SSD compatibles PCI Express 4.0, mais pas vraiment mieux, pas vraiment moins bien non plus. Peut-être un peu cher. Après, visuellement, on va pas commenter, hein. C'est pas très... ils ont tous la même tête. Et voilà qui clôture l'actu du jour. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai été assez clair et que j'ai pas dit trop de bêtises, parce que ça m'arrive. Mais en général, on me reprend et c'est cool. Vaut mieux me reprendre. Et c'était très cool. Merci.